Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques, l'essentiel de l'actu tech en quelques minutes. Aujourd'hui, on va commencer, comme tous les jours maintenant depuis bientôt un mois, par la guerre en Ukraine avec les dernières news du front technologie. Alors que les marques continuent de créer des marathons et des opérations caritatives pour l'Ukraine, je vous en ai parlé un peu tous les jours. Aujourd'hui, c'est le tour du réseau social sportif Strava de s'y mettre avec des fonds reversés pour chaque kilomètre que vous courez. Les pressions, évidemment, les conflits s'intensifient. Du côté des États-Unis, la Maison-Blanche s'attend à une potentielle attaque cyber de la part des États-Unis. C'est la porte-parole de la Maison-Blanche et Joe Biden eux-mêmes qui ont annoncé cela hier. Et ils veulent préparer les États-Unis à une forme de résistance et de résilience en cas d'attaque massive de la Russie. Vous imaginez bien que s'il y avait une attaque formelle et ouverte de la Russie envers les États-Unis, même sur un terrain dit virtuel, cela pourrait clairement envenimer les choses. Les États-Unis sont en tout cas en train de s'y préparer. Du côté de la Russie, on a eu un cas assez étonnant justement par rapport aux États-Unis. Je vous rappelle que la Russie, après une escalade de pression avec Meta, le groupe derrière Facebook et notamment Instagram, a décidé de qualifier Meta de groupe extrémiste et de virer les sites de Meta en Russie, donc Facebook et Instagram, mais pas tous. Tout à fait, puisque WhatsApp n'a pas été interdit par le gouvernement russe. Alors pourquoi ? Officiellement, parce que selon le gouvernement russe, WhatsApp est une application qui ne permet pas de diffuser en masse de la désinformation. Je pense qu'il devrait... mais surtout, selon les spécialistes, c'est parce que WhatsApp est extrêmement populaire en Russie. Vous le voyez ici avec notamment Statista qui nous montre qu'il y aurait plus de quasiment 84 millions de Russes qui utilisent quotidiennement WhatsApp, encore plus que Instagram et bien sûr Facebook, qui lui est concurrencé par VK en Russie. Et d'après les spécialistes, le gouvernement russe hésiterait à couper WhatsApp parce que cela pourrait faire monter la grogne en Russie à un moment où évidemment la population russe voit tous les services disparaître les uns après les autres. On a même vu des discussions autour de VK, justement le Facebook russe, pour ressusciter ICQ, le fameux logiciel de messagerie que les kids des années 90 et 2000 comme moi ont bien connu avec le fameux petit jingle sonore. ICQ pourrait peut-être renaître de ses cendres pour essayer de trouver une alternative à WhatsApp. En attendant, Meta est une organisation extrémiste en Russie, mais qui a le droit d'avoir certains passe-droits. On enchaîne avec l'affaire du développeur il y a quelques jours qui a utilisé ses connaissances pour injecter un malware dans un logiciel open source, tout ça pour protester et pour essayer d'infecter des ordinateurs russes. Si certains ordinateurs russes ouvraient le logiciel infecté par ce développeur, ils se retrouvaient littéralement effacés, wipé. Grosse polémique dans la communauté open source autour de cela, en expliquant que non, on ne touche pas un code, même pour diffuser des vues politiques qui peuvent être respectables. Et depuis, on parle désormais de protestware, avec un grand débat dans la communauté des développeurs. Et on a vu notamment en Russie que Sberbank, une des grandes banques russes, a demandé à ses utilisateurs de ne pas ouvrir pour l'instant leur compte, puisqu'elle aurait pu être une cible de ce code malicieux. On enchaîne avec toujours les conséquences ici, et on va parler notamment de la population russe et notamment des scientifiques et des talents russes, avec déjà un premier article de Maxence qui explique une sorte d'exode des talents technologiques hors de la Russie. On l'avait déjà vu depuis quelques années, depuis 2014 avec l'annexation de la Crimée. De plus en plus de Russes, et notamment des scientifiques, des développeurs, des développeuses, etc., commencent à sentir que c'est très compliqué pour eux de vivre dans ce pays. Ils se sont exilés un petit peu en masse. Cela pourrait évidemment signer un gros coup de frein à la Russie, si un jour, on verra dans le futur si elle change de régime ou pas, mais elle pourrait se retrouver privée de ses esprits les plus brillants qui ont été voir ailleurs s'ils y sont. Et d'ailleurs, même s'ils veulent rester en Russie, ça va être compliqué pour eux, puisque désormais, l'Ukraine demande aux magazines scientifiques et de recherche de boycotter les auteurs russes et de ne pas les laisser s'exprimer. Donc vous voyez ici l'Ukraine qui continue à essayer de se battre avec ses armes, qui sont notamment de la pression médiatique contre la Russie. Mais vous allez voir, ils ont d'autres types d'armes. Les autres armes, ce sont notamment leurs drones. Je vous parlais déjà des drones ukrainiens extrêmement efficaces pour leur coup. On a parlé hier des drones turcs, des drones russes. Ici, ils ont un allié un peu inattendu, puisque leur allié, c'est SpaceX d'Elon Musk, puisque en Ukraine, comme beaucoup de territoires et de villes sont coupés d'internet et voire même de l'électricité, c'est désormais via les antennes satellites et la connexion satellite de SpaceX que les militaires ukrainiens guident leurs drones pour venir frapper, notamment en pleine nuit, guidés par ces satellites. Donc un effet de bord inattendu pour Elon Musk, qui pensait plutôt donner de l'internet à la population civile, mais qui permet de donner surtout des yeux
aux drones ukrainiens. Elon Musk qui reste au centre des actus ukrainiennes, puisqu'il va désormais aider son concurrent, oui tout à fait, Neil Masterstone, qui est en fait le patron de OneWeb. OneWeb est aussi une autre FAI par satellite concurrente de SpaceX. Le problème, c'est que les lanceurs de OneWeb étaient des lanceurs russes. Et je vous rappelle qu'au tout début de ce conflit, la Russie a un peu pris en otage les satellites de OneWeb en arrêtant ses lancements, puis en gardant les satellites avec eux. Désormais, un accord a été trouvé entre OneWeb et SpaceX pour lancer ce concurrent à SpaceX. Bref, c'est compliqué, mais c'est le doux mélange de la politique et du capitalisme. Voilà pour la Russie, on va passer au reste des news. On va aller en France avec les JO. Et je vous rappelle que dans 2 ans, même si c'est un peu dur de parler de sport alors qu'on parle de guerre, dans 2 ans, il y a les fameux Jeux Olympiques de Paris, de France, voilà, en 2024. On a un point important puisque avec évidemment un rassemblement massif de personnes, la hausse de sécurité, etc., est-ce qu'on allait avoir de la reconnaissance faciale généralisée au JO de Paris? Beaucoup de startups s'étaient placées sur le chantier, il y avait des discussions autour. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, on tente maintenant aux frontières de faire de la reconnaissance faciale systématique, ça a été repoussé. Normalement, il n'y aura pas de reconnaissance faciale généralisée. Attention, ce ne sera pas le cas partout en France pour les JO de 2024. Cédric O a finalement fait savoir aux membres de la mission informatique sur la reconnaissance faciale qu'elle ne serait pas déployée en France dans le cadre de cet événement. Il faut des moyens pour assurer la sécurité sans la reconnaissance faciale. Voilà. Le fait est que dans l'arrêté, la plupart des expérimentations n'ont pas pu être menées et le débat n'a pas eu lieu, confesse-t-il, évidemment à cause du Covid, la crise sanitaire. Bref, on attendra peut-être les prochains JO français ou les prochains JO d'été. En parlant de reconnaissance faciale et de vie privée, aujourd'hui dans le live avec Kevin, nous avons testé les fameuses lunettes de Facebook et de Ray-Ban, les Stories, qui, je vous le rappelle, vous permettent de prendre des photos et de filmer depuis des lunettes qui ressemblent à des lunettes, tout simplement. C'était très intéressant, ça nous a évidemment posé des questions au-delà de l'exploit hardware, de notre rapport à la vie privée et surtout celle des autres qu'on va s'amuser à filmer et à photographier à gogo. Est-ce que il y aura des nouveaux influenceurs, des nouvelles influenceuses, des nouveaux artistes avec ces smart glasses? Je ne sais pas. Mais évidemment, ces gens-là, il y aura toujours la même chose, c'est qu'ils se feront voler leur contenu ou récupérer ou pomper leur contenu par des systèmes qui, je vous le rappelle, vous permettent de télécharger en MP3 ou en MP4 des vidéos YouTube, des titres sur Bandcamp ou sur SoundCloud, etc., etc. Ces services, on les connaît tous, on va pas se mentir. Certains les ont utilisés pour des fins juste privées et d'autres pour d'autres systèmes. Le problème, c'est que, c'est très drôle, ces systèmes-là, ces services-là, qui ne sont pas légaux, ont été justement, suite à de nombreuses plaintes d'artistes et d'ayants droit, déclassés par Google dans les pages de recherche. Et le problème, c'est que d'autres petits malins, encore plus malins que ces petits malins, ont décidé de récupérer des noms de domaine proches des leurs et de placer leurs services plus haut dans les recherches de Google, puisque leurs services étant moins connus, ils ont moins reçu de plaintes. Et du coup, tous ces services qui servent à pomper des MP3 et des vidéos se sont plaints auprès de Google que la vie n'était pas juste. Comment vous dire, les gars ? Comment vous dire? On passe au gaming maintenant et avec la grosse news d'hier soir, d'un coup d'un seul, CD Projekt est sorti de son silence. Pas pour faire un tweet, vous savez, avec le fond jaune, pour nous dire que Cyberpunk c'est un peu compliqué. Non, pour nous dire que le prochain de CD Projekt va se passer dans l'univers de The Witcher. Ça, on s'y attendait, mais ils vont abandonner leur moteur maison. Il y aura peut-être donné du fil à retordre sur certains jeux, récents. Et adopter, comme tout le monde, l'Unreal Engine 5. Et oui, le moteur d'Epic signe ici une énorme victoire puisque le prochain Witcher AAA sera sur leur technologie. Vous connaissez un peu la bataille chez les développeurs. Est-ce qu'il faut développer son propre moteur 3D pour être souverain, indépendant et puis avoir vraiment un moteur qui répond à ses besoins? Ou faut-il rejoindre les moteurs puissants et connus de tous comme Unreal ou Unity pour notamment faciliter le développement, avoir plus de documentation, plus de soutien, plus de patchs, plus de mises à jour et surtout pour pouvoir embaucher plus facilement des développeurs et des développeuses qui sont surtout familiers avec Unreal et Unity. Bref, on attendra de voir ça. En attendant, s'ils pouvaient nous pondre les petits patchs multijoueurs de Cyberpunk, ça ferait plaisir. Passons maintenant à l'informatique avec Apple et les K Studio, donc le Mac Studio et le Studio Display qui continuent à être des énigmes pour nous. La première chose, c'est qu'on avait découvert, je vous le rappelle, que dans le Mac Studio, il y avait 2 ports SSD, on en parlait hier avec Guillaume, mais des ports SSD qui étaient des formats un peu spéciaux et pas des formats vraiment standards. On avait essayé, des gens avaient essayé de brancher donc des SSD même avec des formats compatibles qu'on trouve notamment dans les Microsoft Surface Pro, impossible de les brancher, mais il y avait quand même l'idée qu'on pourrait un jour trouver des SSD vendus par des développeurs tiers et des vendeurs tiers compatibles avec le Mac Studio qui, je vous rappelle, pour l'instant est vendu avec des upgrades de stockage qui vont jusqu'à 2500 € pour les 8 Tera.
Le problème, c'est que notamment ce YouTuber s'est rendu compte que non seulement le bridage des nouveaux SSD pour le Mac Studio était hardware, mais il était également software. Il y a donc une volonté manifeste et claire de la part d'Apple de contrôler le marché des SSD et des extensions de stockage sur leurs appareils. Voilà qui fera encore plus rager les gens qui détestent la politique d'Apple de ce côté-là. Et vraiment là-dessus, il marque vraiment pas de point. Autre point, stockage, étonnant aussi, j'apprends qu'il y a 64 Go de SSD dans le Display Studio, le fameux écran d'Apple qui nous a pas spécialement impressionné, surtout pour son tarif, je vous rappelle, 2400 € avec toutes les options. On s'est rendu compte que justement cet écran avait un peu tout pour être un ordinateur all-in-one, puisqu'il avait un processeur, je vous rappelle, A13, une caméra, des enceintes, un SoC complet, mais on ne savait pas s'il avait un stockage. On se rend compte qu'il embarque 64 Go, c'est autant qu'un iPad Air, donc c'est quand même pas rien, et que pour l'instant seuls 2 Go sont utilisés par l'écran pour les firmware, la caméra et le son, et pour le reste on ne sait pas. Mais là c'est quand même bête parce que on se retrouve encore une fois avec littéralement un ordinateur all-in-one. On pourrait complètement faire tourner une version d'iOS ou d'iPadOS sur cet écran. C'est juste que, comme pour le Mac Studio, Apple a dit peut-être, mais en fait non. Merci Apple, merci beaucoup. Enchaînons avec un petit point politique où aux États-Unis, le gouvernement de Joe Biden va essayer de resserrer un peu les vis sur la transparence des entreprises sur leurs émissions de gaz, leur empreinte carbone notamment. Aujourd'hui, c'est sur une base de volontariat que des entreprises peuvent donner leurs objectifs écologiques et partager un petit peu leur empreinte carbone. Pour Joe Biden et son gouvernement, il faudra que cela devienne obligatoire dans le futur et que aussi les entreprises qui décident de donner des objectifs carbone donnent des objectifs chiffrés au lieu de rester un peu dans le flou. Vous savez que la spécialité de greenwashing, c'est de dire un jour on sera vert. Ici, on vous demandera des chiffres concret et je pense que c'est une bonne idée de la part du gouvernement de pousser les entreprises vers plus de transparence écologique. Est-ce que nos amis constructeurs de voitures devront aussi avoir une grande transparence écologique? C'est déjà le cas, ce sera encore plus le cas après. En attendant, on s'est un peu régalé les yeux ce matin et je vous fais part de quelques modèles de voitures qui ont été annoncés récemment. La prochaine Ferrari 296 GT3, une voiture que même Batman la trouve un petit peu excessive, mais qui fait envie. On a aussi parlé de la nouvelle Aston Martin V12 Vantage qui, à peine annoncée, est déjà en rupture de stock. Nous avons également montré la Maserati Gran Turismo qu'on avait vue avec une peinture camouflage pas top. La voici avec une peinture un peu moins camouflage, mais toujours très bling bling comme chez Maserati. 1200 chevaux d'équivalent. Gros bébé aussi du côté de chez Mercedes avec l'EQS, un SUV très haut de gamme, 7 places, donc aussi très gros. Ici on a encore avec sa petite peinture et camouflage. Attendez-vous à le payer une petite bagatelle de beaucoup plus que 100 000 €. Et on a aussi parlé de la Formula E qui va enfin dévoiler sa 3e génération de voitures. Je vous rappelle que ce championnat se veut un championnat de nouvelle génération avec des voitures électriques. Ce sera le 28 avril à Monaco pour découvrir ces voitures spectaculaires. Et puis surtout, le plus spectaculaire à la fin, c'est que nous avons découvert une vente aux enchères en Angleterre de voitures Renault. Et je ne savais pas, mais les voitures Renault ont une petite cote en Angleterre. Ici, c'est une collection qui avait été rachetée par un concessionnaire à Renault UK, de petites berlines sportives, dont certaines ont un kilométrage très faible et d'autres sont très rares. Donc si vous aimez les petites Alpines, les petites Clio, il y a une vente aux enchères Renault, comme quoi tout le monde n'est pas fan de Ferrari. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode, à très vite.